c'est une communauté, hein, l'armée. On se crée des amis, il y a des familles, on perd aussi des amis. Moi, on m'a laissé partir comme une merde. On m'a laissé partir un soir, j'ai pas eu les honneurs à l'appel, on m'a pas ouvert le banc, on n'a rien fait. Tu pars de l'armée, quel est ton objectif de vie ? Merci Stéphane d'avoir accepté cette interview. Ça fait pas mal de temps que je te suis sur LinkedIn. Tu as toujours des posts aussi captivants, surtout inspirants. Et tu es un ancien des forces spéciales. Tu as développé pas mal de choses. Ton histoire peut vraiment intéresser pas mal de vétérans ou anciens militaires ou des militaires qui sont en train d'anticiper sa sortie en fait et la reconversion. Et je pense et je suis sûr même que tu as plein de petits conseils comme ça à mettre en place avant, pendant et puis après la sortie à l'armée parce que c'est loin d'être facile. Mais avant de commencer, qui étais-tu en fait avant l'armée ? Bonjour Mathieu, merci aussi de me recevoir quand même. Avant qu'on commence quand même, je voudrais quand même dire à tout le monde que c'est une belle démarche que tu fais. Donc je t'en ai pas parlé, mais je te le dis maintenant. Que c'est une belle démarche. Le bilan qu'on peut tous faire, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations. Et que ce que tu es en train de mettre en place, c'est justement pour informer. Et ça, c'est vraiment noble pour les amis militaires. Voilà. Moi, je vais me présenter. Alors, à l'heure actuelle, j'ai 52 ans, une fille de 24 ans. Voilà. Mariée à Patricia, très important parce qu'elle a une place bien sûr très importante. Femme de militaire, parce qu'on faut en parler aussi. Ça, on aura peut-être sûrement l'occasion d'en parler. Donc avant l'armée, j'étais fils de viticulteur à Saint-Émilion, voilà, dans le bon vin. Et donc j'ai vécu dans un petit village où je suis revenu là maintenant, qui est non loin de Saint-Émilion. Et j'ai vécu comme tous les gamins de mon âge, le club de foot du village, les lotos. Je suis un gars de la campagne en fait. Peut-être ce qui peut dénoter, c'est que en fait je fais partie de ces personnes qui n'ont pas fait d'études de l'éducation nationale. Ça veut dire que dans mon parcours, j'ai redoublé. À l'époque, on pouvait redoubler une classe. Je sais qu'aujourd'hui, on ne peut plus redoubler. Et puis après, je me suis très vite retrouvé en troisième, hyper dynamique, passionné de sport, mais pas passionné des études. On est quand même nombreux comme ça, tout compte fait, hein, notamment dans l'entrepreneuriat. Et donc, je me suis retrouvé à faire un CAP de vente dans un magasin de fringues. Donc, mais un magasin, costume, c'était Bayard, Echter, Cardin, voilà, j'ai cité 3 marques. Et là, je me suis éclaté. Parce que c'est hyper intéressant d'aller chercher le départ, parce qu'en fait, ça va conditionner aussi la reconversion du militaire à la finalité. Parce que la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui nous plaît? Pas qu'est-ce qu'on attend de nous, c'est qu'est-ce qui nous plaît. Et donc, j'avais 14-15 ans et ça me plaisait. Et puis après, pour une raison qui est vraiment inconnue, dans ma famille, j'ai aucun militaire et j'ai été attiré, je ne sais plus pourquoi, peut-être par les membres de l'adolescence, je ne sais pas ce qui s'est passé, même pas par un film, par une affiche. Je me suis retrouvé au BICM de Bordeaux à 16 ans et demi. Donc je dis à ma mère, amène-moi au BICM de Bordeaux, j'ai envie de m'engager. Ma mère, comme toute bonne maman, dit, mon fils veut faire quelque chose, donc je l'amène. Voilà un peu comment mon histoire déjà militaire a commencé, parce que j'ai vu sur une plaquette, en fait, des gars un peu en noir sur un Zodiac, donc c'était assez flou à l'époque. Et je dis au recruteur, oh, mais ça a l'air bien, c'est ça que je veux faire. Oh, le recruteur me dit, oula, oula, non, non, mon petit gars, c'est pas trop pour toi. Parce qu'en fait, je suis arrivé très frêle, très mince, je faisais à peine 60 kilos, je suis pas très grand, je fais 1m109. Donc, j'avais pas le profil, en fait, déjà du militaire, entre guillemets. Mais quand même, il voit que j'insiste. Et c'était ce qu'on appelle chez nous, donc les fusiliers marins. Mais à côté, juste à côté de la plaquette, je vois une photo avec un gars, sûrement mon âge de maintenant, hein, la cinquantaine, un peu moins. Béret vert vissé sur la tête comme ça, bras croisés comme ça, regard vraiment puissant. Et je vois cette photo et à côté, je le vois en train de surveiller ce que après on appellera un assaut sur un bateau en fait. Des gars avec le casque en noir, les gants, tout ça, sur un bateau avec arme à la main. Et là, je tourne mon visage, je regarde ma mère et je dis au recruteur, ah non, mais tout compte fait, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Bon, alors là, ça a commencé comme ça l'histoire. Il m'a dit, bon, mon gars, on verra. Et déjà, commence pas à passer les tests, donc les premiers tests. Donc, résultat des courses, à plus de 16 ans et demi, j'étais reçu, je me rappelle plus, à l'époque, c'est flou, mais les premiers tests d'entrée pour le BICM. Et puis voilà, après, c'était les tests physiques, c'est les tests de santé, Poitiers, etc. Et je me suis retrouvé pour nous dans la marine nationale, puisque les fusiliers marins, c'est d'abord bien sûr la marine nationale. Et je me suis retrouvé à Cherbourg, puisque c'est à Cherbourg en fait qu'on intégrait de nombreux, donc tous les matelots, hein. C'était donc en 91.
Donc, Ok. voilà comment ça s'est passé. C'est intéressant que tu dises par rapport au diplôme et on peut vraiment s'enfermer. Enfin, moi, je sais que j'ai mal vécu le fait d'être entre guillemets cancre de l'école. C'est qu'il y a une manque de confiance et on peut avoir cette par la suite, ben, on n'ose pas et puis on reste bloqué. On a une estime de soi qui est très touchée. Et toi, c'est marrant parce que tu as réussi à rebondir par rapport à ça. Tu t'es engagé et du coup, tu as fait combien de temps et si tu avais un moment particulier durant toutes ces années à l'armée, ce serait quel événement qui t'a le plus marqué? Alors, moi, je me suis engagé, donc j'étais jeune et j'étais ce qu'on appelle le bidou. Donc, je pense que ça se fait dans toutes les armées. Donc, le plus jeune, j'ai été longtemps le plus jeune partout, puisque je suis arrivé, en fait, T'as pas de euh, chance. eh oui, je suis arrivé à 17 ans à l'école des fusiliers marins, qui est à Lorient. Euh, et j'avais pas encore 18 ans pour aller au stage commando. Donc, j'ai été obligé d'attendre d'avoir 18 ans pour aller au stage commando. Donc, j'ai vraiment été au stage commando. Voilà. Qu'est-ce qui marque en fait, qu'est-ce qui a vraiment marqué dans toute ma carrière, au-delà des missions, etc. Bah, ce qui nous marque, c'est pour un commando marine, c'est la première approche au stage commando avec les instructeurs, voilà, quelle que soit notre génération. Cette boule au ventre qu'on a, parce qu'il y a dans une unité comme celle-ci, ben voilà, il y a peu d'élus à la finalité. Hmm. Euh, et quand même, ce qui nous rassemble tous, c'est le jour où on nous a posé le béret vert sur la tête. Côté anglais, pour ceux qui connaissent pas les commandos marines, voilà, et voilà, tu te dis, en fait, alors on pense tous que c'est fini, mais non, c'est là que tout commence. C'est là que ton aventure militaire, c'est là que ton apprentissage. Et moi, j'avais à peine 18 ans. Donc, j'étais tout juvénile quand on revoit les photos. Voilà, c'est incroyable. Alors, je ne suis pas le seul, bien évidemment, hein, bien évidemment. Mais c'est ce qui nous marque le plus, quoi, au-delà de l'émission, etc. Et peut-être qu'on en reparlera au fur et à mesure de l'interview. Mais la deuxième chose qui m'a marqué, c'est mon départ, mais malheureusement, pas aussi bien que mon arrivée au commando marine. Mon départ de la marine. Et justement, il y a une question qui m'est venue. On en avait parlé vite fait. C'est qu'est-ce que tu as le plus appris durant toutes ces années? Ah, Ce serait quoi c'est les compétences ouais, et comment on ressort de tout ça? Je pose cette question-là pour les gens qui sont dans une posture un peu mal et cette manque de confiance à la sortie de l'armée, parce que moi je l'ai vécu, et on sait rien faire, on n'a que des diplômes militaires, ça vaut rien dans le civil, et puis on se pose souvent cette question, ben, en fait je sers à rien et je vaux rien. Et c'est pour ça que je te pose la question, qu'est-ce que tu as appris durant toutes ces années? Qu'est-ce qu'un militaire a en sortant de l'armée, quoi? c'est une bonne question. Alors là, on voit bien que rien n'est préparé parce qu'il faut réfléchir à la réponse. Euh, Ouais. mais mais non, non, c'est une très bonne question. C'est qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Bon, je crois en fait que qu'on soit militaire ou pas, on a intrinsèquement en fait un mindset. On a Hmm. intrinsèquement déjà. Alors, c'est compliqué. Peut-être que ceux qui sont spécialistes de tout ça vont pouvoir mieux l'expliquer, mais bien sûr, ça dépend de notre background, ça dépend de notre Ouais. vie, ça dépend de ce qu'on était avant, de ce qu'on a fait avant, etc. Euh, après, moi, j'ai tout appris à la finalité parce que je suis arrivé, in fine, je suis arrivé, j'avais 18 ans. Donc, j'ai pas fait d'études. Je connais pas ce que c'est une fac. Je connais pas ce que c'est les soirées étudiants. Je ne sais pas ce que c'est de sortir avec les amis au cinéma à l'âge de 20 ans. En fait, tout ça, pour moi, ça n'a jamais existé. J'en parle souvent avec ma fille, d'ailleurs. Je connais pas. En fait, je n'ai pas créé de relation étudiant. Donc, j'ai pas dans mon passé des amis avec qui j'ai fait mes études. Je suis passé de la troisième à 1 an et demi où j'ai fait un semblant de CAP que je n'ai pas terminé puisque je me suis engagé très tôt, à tout de suite l'armée. Donc, et puis bon, pour moi, pas des moindres quand même. Donc, j'ai réussi à accéder au commando marine. Donc, ça m'a honnêtement, Mathieu, je pense que c'est ce qui a fait de l'homme que je suis aujourd'hui, mais l'impact que ça a eu sur ma fille aussi, parce que c'est de ça Ah oui. il faut aussi parler, Ouais. bien évidemment, mais l'impact que ça a eu autour de moi, de ma famille, alors en bon ou en mauvais, je ne sais pas, mais surtout de l'entrepreneur que je suis devenu avec mon épouse, que nous sommes devenus. En deux mots, toute cette carrière, voilà, c'est la persévérance. Alors c'est un peu bateau parce qu'on va dire bah oui un militaire, mais c'est de savoir que toute notre vie est un combat.
Et qu'il n'y a pas de petites et de grandes batailles, en fait. Il n'y a pas de petites et de grandes batailles ou de grands combats ou de petits combats. Ça, c'est sûr. Ça, c'est d'ailleurs un message que je voudrais faire passer, puisque on va sûrement parler aussi des fois des peines des militaires. C'est qu'en fait, chaque individu a l'intensité de sa peine. Il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. Et on le voit souvent dans l'armée, on le voit par rapport aux missions, on peut le voir par rapport à des blessés de guerre, on peut le voir bien sûr au post-traumatique, on peut voir par rapport à tout ça. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque individu a sa propre vision, sa propre angle de vue de sa propre peine. Et puis pour quelqu'un de l'extérieur, ça peut paraître minime, mais pour la personne qui le vit, ben c'est immense. Donc c'est ça, il ne faut pas minimiser. Donc, est-ce que ça, je l'ai appris de l'armée? Ben, sûrement parce que en fait, ben voilà, c'est une communauté, hein, l'armée. On se crée des amis, il y a des familles, on perd aussi des amis, il y a aussi les histoires de nos familles, la grand-mère qui décède, enfin les trucs de la vie de tous les jours, et bien, qui peuvent impacter plus l'un ou l'autre, suivant qui on est. Si on est quelqu'un plutôt émotionnel ou pas. Et les militaires sont quand même des émotionnels. Beaucoup le gardent pour eux. Et d'ailleurs, je trouve ça un peu dépassé de nos jours. Mais bon, ça ne regarde que moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut pleurer toujours, hein, mais ça veut dire que de temps en temps, on a le droit d'exprimer sa peine. Donc ouais, non, là, je pense que c'est plutôt la niaque, la persévérance et surtout de se dire que chaque genou à terre, on va se relever. Et moi, j'ai toujours tendance à dire, Mathieu, que même si tu te relèves, que tu trébuches, en général, on trébuche toujours vers l'avant. Donc c'est toujours 1 centimètre, 1 mètre, 10 mètres de gagné, parce que ce sera toujours vers l'avant quand on trébuche. Et ça, c'est pratiquement mes 18 ans d'armée. Alors, tout militaire a eu, je pense, son lot de succès, son lot de défaites, son lot d'espoir et son lot de désespoir, son lot de croyances et son lot d'illusions. On a tous nos parcours tellement différents. Mais si on va dans les profondeurs des choses, on peut aller chercher derrière chaque militaire une grandeur. Tu vois? Parce que l'armée, c'est quand même quelque chose de spécial. Ah, ça. C'est spécial. C'est où on voit une communauté, entre guillemets, parce que maintenant c'est à la mode de parler de communauté, mais des personnes en fait de toute classe sociale, de tout niveau scolaire, d'accord, se réunir pour à la finalité une même vocation. Il y a que l'armée qui, voilà, l'armée et je pourrais même dire le sport, le sport, qui sont le très point commun, voilà, le sport et l'armée. Mais l'armée, ça reste quand même quelque chose de, peu importe dans quelle unité, peu importe qu'on soit sur le terrain ou pas, la logistique, pour moi, il n'y a pas d'amalgame, c'est que c'est vraiment un bloc. Donc, la persévérance, Mathieu. Voilà. C'est super intéressant ce que tu dis. Tu parlais de la perception de l'événement. On n'a pas la même façon de voir les choses. Et je pense que c'est intéressant de le dire. C'est vrai que je ne le dis pas assez souvent, j'ai l'impression. C'est qu'une personne ne vit pas le même trauma, en tout cas le même événement que d'autres. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. On a tendance à se comparer souvent. Moi, je vois ceux que j'accompagne, ils se comparent avec Usbin, avec d'autres événements qui ont été très marqués par beaucoup. Et du coup, on se dit, ah non, mais j'ai juste fait ça. Et le juste fait ça fait ressortir des symptômes. Donc, du coup, il faut le prendre quand même en compte et jamais se comparer. Facile à dire, mais à faire, ça, c'est autre chose. Mais c'est important de le dire. Ouais, la comparaison, en fait, on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est vrai que ça passe par aussi une évolution de soi-même, mais tout le monde ne peut pas le faire tout seul. Donc, certains, on peut être autodidacte et avoir cette puissance de se dire, tu sais, on entend souvent dans la vie la remise en question. La remise en question, ça ne veut rien dire, parce qu'à la finalité, si quelqu'un ne sait pas faire un introactif vers tout ce qui s'est passé et de pouvoir trouver une solution, ben, il n'y a pas de remise en question. Quand il y a un genou à terre, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas se relever parce qu'ils ne savent pas comment se relever. Donc c'est toujours facile de dire, ouais, ben, relève-toi, sors de ta zone de confort. En fait, il faut mettre des actions sur les mots. Il faut comprendre le poids des mots. Ça, c'est hyper important, le poids des mots. Et puis surtout, on ne peut pas tout savoir. Et donc, en fait, quand on ne sait pas, il faut aller chercher cette info. Et le développement en fait, personnel sous toutes ses formes, d'accord. Bien sûr, on ne parle pas du développement personnel, d'aller dans une salle et crier à waouh, je vais y aller à la méthode Coué, même si la méthode Coué peut très bien fonctionner. Mais on voit bien que dans les armées, on fait bien du top.
D'accord? Ouais. Donc, en fait, dans les armées, il y a très longtemps qu'on fait du développement personnel, mais on l'a C'est appelé clair. différemment. La technique d'optimisation du potentiel, c'est du développement personnel. La Mmh. respiration, c'est du développement personnel. L'imagerie, c'est du développement personnel. Donc, en fait, les militaires savent, en gros, ce qu'il faut faire. Mais une fois qu'ils déconnectent ou qu'ils veulent se reconvertir ou qu'ils partent dans le civil, on a l'impression que parfois, ils ont oublié. Ils ont oublié que eux-mêmes sont une puissance de développement personnel. Nous, on le sait, Mathieu, on est tous les deux militaires, on a été militaires, mais quand on va en opération, qu'on est sur le terrain avec nos armes, où on tire, où il y a un ennemi en face, où il y a du monde en face, putain, c'est pas commun, quoi. Non, c'est sûr. C'est pas commun. Qui fait ça aujourd'hui, d'accord? Donc, bah, bien sûr, un grand coucou, entre guillemets, pour encourager toutes les forces armées qui sont sur le terrain aujourd'hui. C'est hyper important qu'ils se battent dans l'ombre, et dont nous, on n'est pas au courant, parce qu'on voit bien sûr, nos Français voient la médiatisation, bien sûr, de la guerre, de Ouais. ce qui se passe en Ukraine. Mais on a aussi nos forces armées qui sont présents, qui sont présents partout. Donc, une petite pensée pour eux quand même. Voilà, parce que s'ils voient ton interview, ben, voilà, j'ai envie de leur faire un clin d'œil quand même. Voilà, ça, c'est Le clin important. d'œil est là. Et du coup, alors tu fais 18 ans à l'armée. Tu disais que la sortie, elle était difficile. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi à ce moment-là? Alors, je vais essayer de faire très court. Ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai eu déjà un premier échec aux forces spéciales. Et de ces chèques-là, en fait, je suis rentré très déçu malgré mes performances. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Et donc à ce moment-là, j'ai dit à l'époque à mon gradé hiérarchique, je dis, ben, écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire prof de sport militaire, donc le CT1 sport, parce que dans le CT1 sport, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a des perfs, il y a un barème, il y a des notes, et là, on est à notre juste valeur physique. Voilà. Voilà, pas trop rentrer dans le détail. Donc, j'ai eu ce premier, en fait, cette première désillusion. Ok. Donc, ça m'a fait rebondir vers un autre métier, puisque je suis passé des commandos marines, en fait, à prof de sport vers la fin de ma carrière. J'ai été muté à l'île de la Réunion. Donc, j'ai Ok. fait, bien sûr, mes affectations. Voilà. J'ai été muté à l'île de la Réunion, donc au service des sports. J'avais la responsabilité du service des sports de la marine. Et là, Une autre ambiance. une autre ambiance que je connais pas, hein, pas trop, puisque en métropole, tu sais, il y a beaucoup d'anciens fusiliers marins ou de commandos marines en fait qui font moniteur de sport chez nous. Donc on se retrouve en fait à la Ah, ok. finalité, ouais, on se retrouve quand même avec les potes, quoi. Et là, je me retrouve dans ce qu'on appelle chez nous un peu la classique, hein, c'est-à-dire tout autre métier de la marine, etc. Un commandement qui paraissait pas opérationnel, hein, voilà. Euh, et j'organise, si tu veux, pour la marine, la diagonale des fous, donc pour les Ok. marins. Donc, je suis à fond dans le travail. Moi-même, je suis athlète, donc moi-même, je participe. Oh la vache. Je mets en place, par exemple, j'étais passionné de parachutisme, hein, et puis bien sûr, je faisais beaucoup de parachutisme sportif. Donc, Ah je mets en oui, place. puis que tu t'es blessé aussi. C'est ça l'histoire, c'est que je mets en place la SNPS. Et puis, au retour de la Diagonale des Fous, donc en 2005, je vais jumper pour me décontracter. Pour moi, c'était vraiment j'allais me décontracter. Et puis là arrive ce qui arrive, fatigue, surmenage, tout ce qui va avec. Parce que souvent, quand on arrive dans une affectation, on nous demande un peu de tout remodeler, hein, ça arrive souvent. Et là, je me crache. Alors, la vidéo est assez impressionnante parce que j'étais en train de filmer, parce que j'étais Oui, vidéoman. c'est vrai. Voilà, donc J'ai l'impression de te connaître parce que j'ai suivi tes posts. Du coup, j'ai suivi la vidéo. Ouais. voilà. Donc, c'est un gros crash et honnêtement, tout le monde pensait que j'y étais passé. Voilà, alors il y a eu deux facteurs qui m'ont sauvé, ma musculature. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, en parachutisme, j'ai voulu vraiment rattraper ma voile comme ça. Et donc, je suis arrivé, c'est les fesses qui ont tapé avec le calcanéum, mais le fait que j'étais musclé, que je me sois bien gainé, et ben, l'onde de choc n'a pas explosé à droite à gauche, ça n'a pas explosé les hypophyses. Donc, je me suis retrouvé en fait où l'onde de choc a cassé deux vertèbres, mais que dans la verticale. Donc, c'était mon jour de chance. Donc,
Alors là, deuxième grosse déception. Je suis curieux, le parachute, c'est quoi? C'est qu'il y avait un souci avec le parachute ou Alors, c'est... bah, pour l'explication, il y avait beaucoup de vent. Ah, ok, d'accord. Et donc, j'étais en train de filmer. J'ai ouvert un peu bas, mais bon, ça va dans la limite. Et puis, j'ai fait un virage un peu trop bas. J'avais une voile. En fait, c'est ça, dans le parachutisme, notamment dans les sports extrêmes, c'est tout le temps plusieurs paramètres. Voilà. Il y avait du vent, La la météo, ouais. fatigue. J'ai ouvert un Hmm. peu bas. Ma voile était un peu ce qu'on appelle dans le métier un peu rincée, elle était un peu usée. Un virage trop bas, un manque d'anticipation et le crash. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment que j'ai fait mon virage, au lieu que la voile, en fait, une voile, il y a un intrado, un extrado, hein, c'est un écoulement d'air. Et au lieu qu'il y ait l'écoulement d'air, en fait, eh ben, ma voile a Entrée. béqué comme ça a tapé et ça m'a fait cracher. Ok, ok. Voilà. Donc, je suis descendu à la verticale. Donc, voilà, bon, tous les parachutistes voilà, sont au courant de comment ça peut se passer. Mais c'est une erreur humaine. Hein, c'est une erreur humaine. Voilà. Et à ce moment-là, et ça c'est très intéressant, alors j'incrimine personne, bien évidemment, je fais le procès de personne, mais ma voie hiérarchique ne m'a pas du tout suivi. J'ai eu mon accident, pour eux, voilà, c'était un élément qui était pas opérationnel. Donc il y a eu un peu un rapport de force, un conflit, parce qu'ils ont voulu me rapatrier, mais sauf que moi j'avais droit à mes jours d'arrêt sur place, enfin mes jours d'arrêt médicaux sur place, etc. Et puis, in fine, un militaire, enfin un prof de sport n'a pas besoin d'être athlète pour prendre un chrono et puis faire les tests de sport que l'armée attend de nous. Donc voilà, bonne confrontation, mais surtout, et là je voudrais faire un message, c'est qu'à la rigueur, en tant que militaire, bon, on vit avec des humains, il y a des contraintes hiérarchiques. Notre hiérarchie est aussi humain avec ses défauts, ses qualités. C'est pas parce qu'on est militaire qu'on est tant quelqu'un de bien. Hein. C'est Excuse-moi clair. l'expression, hein. Il y a aussi des connards partout, c'est comme ça. Hein. Mais surtout, ce qui, moi, m'a plus peiné, c'est pas ça. C'est l'accompagnement de ma femme qui était arrivée sur la Réunion. J'étais en 2005, elle est arrivée juste un peu après moi. Donc, elle venait d'être là que depuis quelques jours, à peine 3 semaines. Mais c'est qu'on a laissé tomber ma femme. J'ai eu mon accident, je suis rentré à la maison avec mon corset, etc. Mais il n'y a pas eu d'accompagnement. Donc moi, j'en ai voulu beaucoup à l'armée pour ça. C'est que ma femme, toute seule, pas d'amis, puisqu'elle venait d'arriver, avec notre petite Chloé qui avait 5 ans, euh, une petite visite, et puis après, bah, démerde-toi, quoi. Pas comment ça va, rien. Donc, elle s'en est jamais plainte. Et je crois que c'est peut-être avec ton interview que j'en parle le plus, tu vois. Elle s'en a jamais plaint. Parce qu'on parle des militaires, mais les femmes de militaires, elles Ah ouais. sont costauds. Elles sont costauds. Sans elles, Hmm. moi, je ne sais pas où je serais en fait dans tous les cas. Elle m'a toujours suivi, hein, puisqu'elle m'a connu. C'est dans mon histoire, hein, j'en ai pas parlé. Mais elle m'a connu, j'étais pas commando marine encore. J'étais juste fusilier marin, je venais juste de m'engager. C'est fou ça. Hein. Elle a tout connu. Elle a vraiment tout connu. Elle a connu mes épreuves, tout ce que l'armée m'a demandé, tous les certificats, tous les cours que j'ai faits, les stages, les absences, les missions, comme un militaire. Mais elle a résisté. C'est quand même très rare. Je crois que c'est la première fois que je réfléchis, mais je crois que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a gardé son couple après l'armée. Je Je vais sais pas, enquêter, mais ça reste assez rare, je trouve. je ne sais pas. Nous, ce qui est sûr, c'est que comme elle a connu avant tous les stages, elle a enduré au fur et à mesure, elle a dû encaisser en même temps que moi, à la finalité, pardon. Et puis, ben, on était sûrement fait pour résister ensemble. Ouais, ouais, ouais. Parce Ah, que notre parcours entrepreneurial, on le fait ensemble aussi. ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'on va en venir. Et, Ah, et, et, et intéressant. et pour finir sur ta question, parce que pour répondre à la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et là encore, je fais un message parce que sûrement que dans ton interview, il y a sûrement, bien sûr, des actifs qui vont nous écouter. Mais c'est que moi, on m'a laissé partir comme une merde. On m'a laissé partir un soir. J'ai pas eu les honneurs à l'appel. On m'a pas ouvert le banc. On n'a rien fait. Et moi, je me souviens de mes anciens quand ils partaient. Je dis, ah, un jour, j'aimerais partir comme eux. J'ai été à l'appel le matin, normal, comme tout le monde. Le soir, j'ai pris mon vélo, j'ai éteint mon bureau. Je suis parti un peu plus tard que d'habitude parce que c'est quand même la nostalgie. J'ai attendu que quelques lumières des couloirs s'éteignent. J'ai pris mon vélo, je suis rentré chez moi à vélo, à l'île de la Réunion, et j'ai dit voilà, ma carrière, c'est terminé. Et aujourd'hui, même à 52 ans, je suis amer et je ne souhaite à personne. Et je voudrais vraiment faire appel à tous ceux qui sont en charge, en management des hommes dans l'armée. Ne laissez jamais partir un soldat sans les honneurs parce que on parlait parce que c'est traumatisant.
C'est traumatisant. Là, si j'avais pas eu mon épouse, ma fille, est-ce que je serais pas parti en vrille? Mais ça, c'est la très bonne question. Parce que c'est même pas le soir, mais c'est les quelques jours après que je me suis dit, mais je suis parti comme ça, juste comme ça sur mon vélo. Et personne m'a dit au revoir. Alors, je parle pas des amis, hein, je parle pas des potes. Bien sûr, je parle pas des collègues militaires, etc. Le bon pot, etc. Mais je parle de l'institution. Et l'institution a manqué à son devoir. Et ça, c'est grave pour moi. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais peur de dire, parce que ça a été la vérité, parce que c'est pas pour moi que je veux le dire, mais c'est parce que l'on a des responsables aujourd'hui militaires, et c'est leur rôle et leur devoir en tant que responsable militaire de jamais laisser partir un soldat, d'accord, sans les honneurs. C'est pas logique. C'est que normalement, voilà, on est à l'appel, le dernier jour de l'appel, on les fait sortir des rangs et on expose son histoire, on expose sa carrière militaire et on lui souhaite quand même bon vent, bonne mère. Donc ça, on parlait des post-traumatiques. Moi, je me demande, Mathieu, toi, je me confie vraiment à toi, hein. C'est très rare, mais avec émotion d'ailleurs un petit peu, mais je me demande si en fait, ça n'a pas été ça n'a pas été un traumatisme pour moi. Même aujourd'hui, parce que vu que j'en parle et j'ai encore des émotions, je me dis, est-ce qu'en fait, j'ai pas subi en fait un post-traumatique juste à cause de cette histoire? Parce que c'est pas tout le temps l'effet d'armes. Ouais. Donc ça, tu vois, autant de fierté j'ai eu quand j'ai reçu mon béret vert et qu'on me l'a vissé sur la tête, et je suis toujours aussi fier de parler au nom de la marine et des fusiliers marins et des commandos marines. Et autant j'en ai voulu à l'institution, mais j'ai fait un post sur LinkedIn qui est très bien, hein, enfin qui marque l'armée m'a trahi, parce que pendant des années, j'en ai voulu à l'armée qu'en fait, c'était juste les hommes qui étaient en position. Et moi, je suis resté aigri pendant quelques années. J'ai pas eu trop de contact avec des copains militaires parce que mon cerveau, pardon, a créé un amalgame. Et j'étais peut-être pas assez mûr pour ça. Je suis parti assez jeune, j'étais à 34 ans. Donc voilà. Mais à côté de ça, Mathieu, dans le positif, c'est que tout compte fait, je remercie ces hommes-là de, tout compte fait de m'avoir fait cette blessure. Parce que ce qui m'a permis de rebondir et de devenir un entrepreneur avec mon épouse. Et aujourd'hui, ça fait presque 19 ans qu'on entreprend. Je suis parti de l'armée directement à entreprendre. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir la niaque. Et c'est ce qui m'a permis, j'en suis sûr, de me dire, alors au départ, on a toujours un objectif crucial, un objectif important qui va nous animer tout de suite. Moi, ce qui m'a animé, c'est un petit peu l'esprit de revanche. Ah oui. À tort ou à raison. Aujourd'hui, Ah oui. je dirais plutôt à tort. Mais c'est ce qui m'a permis de décoller aussi. C'est ce qui m'a permis de dire, attends, je vais vous montrer. Mais à la finalité, ces personnes qui m'ont pas estimé à ma juste valeur, de mon point de vue, ou juste sur les valeurs militaires, tout simplement, m'ont largement oublié depuis très longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nos blessures, en fait, par rapport à notre curseur d'une échelle de 1 à 10, on est les seuls à pouvoir, en fait, y mettre sur. Parce que par rapport à quelqu'un qui aurait été un blessé de guerre, quelqu'un qui aurait été malheureusement amputé, on peut dire, mais Stéphane, ce que tu as vécu, c'est rien. Et de l'extérieur, bien évidemment que c'est rien. C'est rien par rapport à une amputation, c'est rien par rapport à même la perte de son conjoint militaire, c'est rien. Mais à l'époque, quand je l'ai reçu de plein fouet, pour moi, c'était la foudre. Partir comme un chien sur son vélo, et j'emploie le mot exprès fort. Et encore, c'est presque donner trop d'honneur à nos amis les animaux. Mais tu ne laisses pas partir quelqu'un comme ça. Et tant d'années après, j'en parle encore avec émotion. Donc ça veut bien dire que ça a blessé. Comme quoi, l'événement, peu importe comment il est, ça peut être vraiment violent pour la personne qui le vit. Même si les gens ils disent non, mais c'est rien par rapport à celui qui l'a pas vécu, parce qu'il sait pas ce qui se passe. Et celui qui le vit, c'est vraiment une bombe, quoi. Et le fait de dire des phrases comme ça, de dire non, mais c'est rien, ça va passer, on n'est pas dans sa tête. Et la preuve, encore des années après, et je l'ai senti, il y avait une émotion, il y a encore un truc. Et moi, j'aime bien dire aussi, c'est pour ça que je parle pas forcément du stress post-tro aussi, c'est les chocs de vie. C'est un choc, ça brasse, et on y pense encore malgré toutes ces années. C'est que on apprend toujours de ces moments-là, et je trouve ça impressionnant quand même le fait que tu as utilisé, alors sans le vouloir, j'ai l'impression, ou peut-être que
En tout cas, ça t'a aidé dans ton parcours entrepreneurial, une sorte de vengeance, cette énergie-là, tu l'as puisée dans un projet et au final, ça a été un atout. Heu, D'autres peut-être l'auraient utilisé autrement, seraient peut-être enfermés et dire: «C'est la faute d'eux», alors que toi, tu es plus, «C'est grâce à». Donc ouais, c'est impressionnant de voir cette façon de voir du moins le choc. Et tu m'as fait penser à un souvenir. J'avais discuté avec un camarade, il avait perdu, ses doigts suite à une grenade à plâtre et il avait dit, alors pas exactement la même chose, mais c'était la même histoire et il y avait une phrase il m'avait marqué. Il m'avait dit, «Tu vois, j'ai fait tout ça, 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 ça». Il avait fait plein de choses. Un caporal-chef, je me rappelle, un ancien et il dit: «Tu vois, je prends la petite porte du BCC». Donc nous, il y avait le BCC et puis voilà, c'est mon dernier jour, je vais partir, je sors de là sans honneur. Ça m'avait marqué ça, à ce moment-là et tu me fais penser à lui, comme quoi, on se donne beaucoup pour l'armée, on se donne beaucoup pour notre compagnie, notre section, notre groupe, notre, binôme même et la sortie fait vraiment mal par rapport à tout ce qu'on donne, toute l'énergie et pourtant on donne, hein, physiquement, mentalement, psychologiquement. Ouais, on donne vraiment, de nous-mêmes et quand, bah, l'institution manque ce détail, pour ceux que ça a de l'importance, parce que d'autres n'ont peut-être pas d'importance pour ça, mais ceux qui ont de l'importance, ça peut vraiment faire mal. La- L'armée reste quand même, bien évidemment, on est dans du management vertical, hein. C'est pas Ouais. horizontal, il y a une hiérarchie, mais je pense qu'en fait, chaque militaire, quoi qu'il en dise, attend toujours une reconnaissance de ses pairs. Mmh. C'est C'est dans vrai. notre ADN, dans l'institution. Alors bien évidemment, mais ça ne coûte rien, ça ne coûte C'est clair. rien, pas un centime de rien, juste à l'appel de faire sortir des rangs les gens qui partent pour leur carrière civile, entre guillemets, et de leur rendre les honneurs, de leur rendre leur parcours, c'est rien. Donc c'est vraiment une histoire d'hommes et de femmes, bien évidemment, puisqu'il y a des Oui. femmes dans les commandements, hein, bien évidemment. Voilà. Et quand on parle de développement personnel, alors je sais pas, ça a peut-être beaucoup changé maintenant, bien évidemment, l'armée, mais je pense que les militaires et les cadres militaires, les gradés hiérarchiques à tous les niveaux, ont beaucoup à apprendre des chefs d'entreprise. Oui. Parce que si Ah oui. certains militaires, certains cadres de l'armée géraient leur entreprise comme ils gèrent leurs hommes, ben malheureusement, on irait à la faillite. Voilà. Donc, C'est c'est un constat général. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui dans l'armée, dans le management, dans tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que ça a sûrement tardé, où le management, ça a tardé, où le management est arrivé dans les armées. Je pense qu'aujourd'hui, tous les cadres ont sûrement des formations, voilà, mmh. adaptées, mais ça a sûrement tardé. Dans tous les cas, à l'époque, ma hiérarchie a eu un manque total. Voilà, on va pas épiloguer 20 ans, mais doivent savoir quand même que derrière, il y avait une famille, un homme et une femme et un enfant. Et ça a impacté quand même. Ça a impacté pendant pas mal d'années, et notamment les 2 premières années. Ça a quand même impacté sur ma façon de réagir, ma façon d'être. Je voulais même plus avoir contact avec mes collègues militaires pour dire que ça impacte. Et des collègues militaires qui ont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à Steph? Ils me l'ont dit plus tard, bien plus tard. Ouais, mais on n'a pas compris. Mais parce qu'ils ne connaissaient pas mon histoire, parce que je ne l'ai Qu'est-ce pas qui s racontée. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 ans-là? Qu'est-ce que Ben, pendant ces 2 ans, j'ai fermé les écoutilles. Ça veut dire que tout simplement, j'ai refusé en fait vraiment fortement tout contact avec ce qui pouvait ressembler à l'armée. et tu t'es fixé parce que tu as sauté sur l'entrepreneuriat. Alors, ce qu'il y Qu'est-ce a, que tu as fait comme activité? Ouais, quel était ton projet tout de suite à la sortie de l'armée? ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en parallèle, donc moi j'ai commencé notre entreprise avec Patricia. C'est Patricia qui a commencé d'abord l'entreprise à son nom voilà, en 2007. Et c'est que, pour faire très court, c'est que quand j'ai eu mon accident de parachutisme sportif, en fait, moi j'ai connu une gamme de produits, de compléments alimentaires, pour venir sur mon métier, mais très vite fait, hein, pour mes articulations. Bah, hyper content. En plus, j'arrivais du sport. Donc, des produits pour les articulations, compléments alimentaires, qu'on n'y croit pas, c'est pas le débat. Donc, hyper content. Et donc, c'est ce fameux, en fait, métier où on est en ce qu'on appelle en VDI au départ, donc en complément de revenus, mais aussi à temps plein, peu importe. Et moi, j'avais trouvé des bons produits pour moi, mais surtout une opportunité pour mon épouse, parce que je n'étais pas encore parti de l'armée. Je lui dis, ouais, ben, si on est muté, eh ben, madame, elle repart en plus avec un job, Ouais. parce que c'est l'opportunité de notre métier.
Et donc, dans les méandres en fait de cette bataille que j'avais fait avec ma voie hiérarchique, tout se dégradait, tout était en train de se dégrader, bien évidemment. Et puis, ils n'ont pas apprécié, pour expliquer un petit peu, à mon avis, pourquoi je ne suis pas parti avec les honneurs, c'est qu'en fait, ils n'ont pas apprécié que je puisse me diriger petit à petit vers une sortie et vers le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, ça a dû créer un amalgame dans leur tête. Je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas aller fouiller, c'est tellement loin maintenant, mais qui fait quand même que j'ai eu un conflit avec ma hiérarchie qui m'a quand même convoqué. Voilà. En me disant, mais maître, c'est quoi cette histoire de compléments alimentaires? Qu'est-ce que vous faites? Je dis, c'est l'entreprise de mon épouse et je suis quand même prof de sport. Je pense que les compléments alimentaires et l'armée et les profs de sport, ça a toujours été un peu dans notre ADN. Donc, et je ne sais pas, voilà. Ça ne leur a pas plu, donc ce serait difficile de tout expliquer là, et puis ce n'est pas trop le débat. Non, Mais surtout, c'est que moi, je me suis dit, j'ai une porte de sortie. Parce que j'ai vu, en fait, que les compléments alimentaires, bien sûr, ça me plaisait. J'ai vu totalement un rapport avec mon métier en tant que prof de sport, puisque j'ai terminé ma carrière en tant que prof de sport. Donc, je dis, ça, c'est top. J'ai vu une opportunité pour mon épouse qui pouvait avoir un métier mobile. Parce que notre métier, il est mobile, cotiser pour la retraite, etc. Parce qu'on ne parle pas des épouses de militaires, mais combien d'épouses de militaires n'ont pas de travail? Combien d'épouses de militaires ne peuvent pas avoir un boulot fixe parce qu'elles vont bouger tous les 2 ans ou tous les 3 ans? Combien d'épouses de militaires, quand elles arrivent dans une mutation, se disent, attends, on vient d'arriver, le temps qu'on s'installe, le temps que je m'occupe des enfants, le temps qu'on fasse tout ça, il est peut-être, au bout de 2 ans, il est peut-être déjà le temps de repartir. Comment tu veux que je bosse? Parce que on parle au cas du militaire. Mais le packaging, comme on dit, quand il y a une épouse, les enfants, ça va avec. Donc ça, il faut y penser. Donc moi, j'ai eu cette pensée pour mon épouse. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, à la finalité, tu vas pouvoir exercer une profession où tu ne seras pas accroché à un emploi. Voilà. Et dans ma reconversion, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, je n'ai pas eu vraiment de reconversion. Hein. C'est que comme on avait cette opportunité, au moment de partir de l'armée, je me suis dit, OK, je fonce dans l'opportunité avec mon épouse et tous les deux, on monte dans l'entreprise ensemble. Et voilà. Et je vais te dire pourquoi j'ai fait ça, Mathieu, parce que mon épouse avait donné pendant 18 ans pour son mari, tu vois. Excuse-moi. Ça, c'est con. Ça, c'est con. Je voulais maintenant que l'autre partie de ma vie lui soit consacrée. Donc, j'ai dit, je vais t'accompagner dans ton entreprise. En plus, moi, ça me convient. Je suis passionné du sport, des compléments alimentaires. Elle a une gamme cosmétique. Et c'est comme ça, on a démarré sur un statut VDI qui est très connu. Et d'ailleurs, ce que les militaires ne savent pas, ce qu'on disait en off tout à l'heure, c'est qu'on a Mobilité Défense qui a un accord avec la Fédération française de vente directe pour pouvoir promotionner des activités aux conjoints et aux militaires sortants. D'accord, promotionner des activités de VDI. Parce que l'avantage dans ces activités-là, quoi qu'on en dise, c'est qu'il y a un accompagnement. Un accompagnement de A à Z. Moi, un militaire qui vient me voir, qui me dit, Stéphane, écoute, j'adore ce que tu fais, j'adore comment tu fonctionnes, explique-moi comment je peux gagner un revenu, un salaire, etc. Moi, je l'accompagne de A à Z et je l'accompagne toute sa vie. Tout le temps qu'il ait besoin de moi, il sera tout le temps accompagné parce qu'en fait, on est dans un métier comme le nôtre, on est lié un petit peu par le compagnonnage, en fait, le parrainage, on est lié. Voilà. Et d'ailleurs, je discutais quand j'ai eu une conversation avec Florence, une idée m'est venue. Comment améliorer la transition des militaires qui partent dans le civil? Comment les aider? Pourquoi ne pas mettre en place, comme font beaucoup les entrepreneurs dans certains cercles, tout simplement un parrainage d'un entrepreneur qui est en place, un parrainage sur le officieux, il n'y a pas de contrat, un parrain ou une marraine, bien évidemment. En disant, voilà, je veux devenir entrepreneur, mais quelle est la meilleure personne qui peut aider un militaire à partir dans l'entrepreneuriat si ce n'est pas un entrepreneur qui a déjà fait ses preuves? Tu vois? Et si on binomait un ancien militaire entrepreneur avec un militaire en reconversion qui veut devenir entrepreneur et qu'il y ait un contrat moral, et ça les militaires on sait le faire, d'accompagnement. Alors l'accompagnement, c'est pas du bachotage, mais d'accompagnement, ça veut dire tout simplement de direction, de dire quelqu'un qui veut rentrer, un militaire qui veut être entrepreneur, il va se retrouver là, il va dire par où je commence? Nous, on a l'habitude, on va créer les statuts, on va lui aider, on va le diriger, la CCI, on va éviter les pièges, on va éviter qu'il paye des choses inutiles.
on va l'aider sur Internet à créer son auto-entrepreneur ou des choses comme ça. Ça nous prend 5 minutes. Et ça serait une bonne idée. Et surtout que dans les armées, le problème, c'est que quand on prend notre reconversion, qui nous oriente? Ce sont des militaires ou des civils de la défense. Oui. Mais ce ne sont pas des gens qui sont dans le grand bain. Non. Et c'est ça la problématique. Mmh. Rien à voir avec les compétences. Bien sûr qu'ils ont leurs compétences. Mais rien ne vaut le terrain. Rien ne vaut un entrepreneur qui a réussi, vaut mieux quand même. Oui. Peu importe l'activité, parce que peu importe l'activité qu'on choisit, les rouages de l'entrepreneuriat restent les mêmes, surtout en France. Avec des règles. Moi, je vois combien d'entrepreneurs, entre guillemets, bon, qui n'arrivent pas forcément de l'armée, qui coulent au bout de 3 ans simplement parce qu'ils n'ont pas l'information sur des règles simples. Mmh. Donc, dans tous les cas, c'est quelque chose que si toi, tu peux informer petit à petit. Alors, ça peut être quelque chose d'informel. Ça peut être, par exemple, Mathieu, toi-même, tu peux avoir un pote qui dit, bah, tiens, moi, je connais Stéphane. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, ben, fais un Zoom avec lui, discute avec lui. Parce qu'il faut que la personne soit sûre de partir dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est important, parce qu'on crée notre propre salaire quand même. Et puis, il y a des codes. Il y a des codes. C'est quel est ton objectif? C'est que le militaire qui veut partir en reconversion, il faut qu'il retienne 3 choses. Qui tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Et qu'est-ce que tu veux avoir? Avoir, ce n'est pas objet que matériel. Donc, tout ça, ça se définit. On parlait du développement personnel. Ça, c'est du concret. On planche sur ça. Là, on va faire ressurgir sur notre militaire l'homme qu'il était avant l'armée. Parce que trop de militaires qui veulent se reconvertir veulent dupliquer leurs compétences dans le civil. Ouais. On voit sur LinkedIn, oui, management, coach d'expertise, spécialiste dans l'armement, etc. Moi, je n'ai pas les statistiques, mais combien font ça et combien en vivent vraiment et combien vont en vivre plus tard? Ouais. C'est intéressant. Après, c'est le marché qui commande. C'est le marché qui commande, mais la transition, Mathieu, c'est le mindset. Là, ça, c'est clair. C'est faire passer un esprit militaire au mindset entrepreneur ou investisseur même, parce que moi, je suis investisseur aussi. Donc, comment ça fonctionne les rouages? Toi, juste pour faire une petite parenthèse, combien de militaires qui ont très bien gagné leur vie se retrouvent fauchés quand ils vont partir de l'armée? Et il y en a plein. Il y en a plein. Donc ça fait partie aussi un peu de mon cercle d'expertise. Tu le vois d'ailleurs sur LinkedIn. Je suis un investisseur, mais je n'ai pas été un investisseur par une filiale de mes parents. J'ai appris tout seul. Parce que j'avais un objectif clair et défini. Et ça, c'est ce qui leur manque. C'est, tu pars de l'armée, quel est ton objectif de vie? Pas l'objectif dans 3 mois. C'est quel est ton objectif de vie? Maintenant, tu embrasses une nouvelle carrière de vie. Quel est ton objectif? Est-ce que tu veux vivre de ta retraite? Pourquoi pas? Mais dans ces conditions, comment je peux t'aider en vivant de ta retraite à améliorer, par exemple, quelqu'un qui va améliorer sur une gestion financière ou patrimoniale, par exemple. On peut l'orienter. OK, moi, j'ai ma retraite, mais je veux faire un cumul d'emploi. OK. Quelles seraient, en fait, toutes les branches de cumul d'emploi qui peuvent te plaire? Alors, bien sûr que les anciens militaires, on dit souvent la sécurité, mais bon, ça, c'est bateau. Il y a tellement d'autres choses. Moi, j'ai l'exemple d'un ancien commando marine, d'ailleurs. Hein, oui, d'un ancien commando marine qui s'est lancé dans l'esthétique, esthéticien, homme, et un ancien commando marine. Ok. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, moi, je dis toujours qu'on va aller chercher le prince ou la princesse qui sommeille en nous, tu vois. On va révéler tout ça. Et on va essayer de faire la transition entre l'armée et le civil et le grand why, le pourquoi. Très bon bouquin, hein. Simone Sinek, un très bon bouquin sur le pourquoi. Ouais. Ça, justement, je devais l'acheter. Non, c'est super intéressant. Et ça me fait réfléchir à plein d'idées. Et au sein de la communauté d'OPS Phoenix, il y a déjà des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a un ancien pompier de Paris et puis un ancien gendarme aussi qui veulent se lancer, enfin qui se lancent même. Et je pense qu'il y a une possibilité qu'on peut mettre quelque chose en place au sein de la communauté. Après, je pense qu'on en parlera en off, mais parce que l'idée, nous, on voudrait faire intervenir des personnes d'extérieur pour plusieurs sujets. On avait pensé à des spécialistes du trauma, spécialistes de l'addiction, spécialistes des douleurs physiques, chroniques, pardon.
Euh, et c'est vrai que le côté entrepreneurial pourrait être intéressant pour les personnes qui ont vécu un choc de vie parce que c'est peut-être aussi une autre trajectoire, une autre façon de voir Bien sûr. la suite de sa vie, quoi. Et rien de mieux que des gens experts et qui ont vécu, et justement, en plus, toi, tu as vécu des années dans l'entrepreneuriat, donc je pense que tu as déjà fait assez d'erreurs et ça permet d'éviter de faire ouais, certaines erreurs et surtout de bien s'entourer. Donc, je pense qu'il y aura peut-être des choses à mettre en place. En tout cas, la communauté, nous, OPS Phoenix va ouvrir le 5 janvier. Là, on est une vingtaine. On est une vingtaine. On a testé l'outil, la plateforme. Ça fonctionne très bien. On a commencé à mettre en place des petits cours sur comment sortir de stress post-traumatique, des kits d'urgence pour en cas de descente. Et avec différentes thématiques, donc le stress post-traumatique, l'addiction, le sommeil. Et donc, du coup, ça va, au fur et à mesure, on va l'alimenter par des ressources qui seront bien sûr checkées, vérifiées. L'idée, c'est que la personne elle rentre à l'intérieur et qu'elle ait au moins des informations sur ce qu'elle a en ce moment, faire un point de situation. Et après, par la suite, soit il passe à l'action, donc il passe à un niveau au-dessus, donc ça s'appelle le CAP. Donc, du coup, ils mettent des actions en place et là, c'est sous forme de coaching avec les coachs qui sont déjà à l'intérieur de OPS Phoenix. Et derrière, c'est vrai qu'il y a le côté, ben, ouais, si la personne veut faire de l'entrepreneuriat, un mentoring, on peut dire ça, une sorte Ouais, de c'est ça. mentoring, Oui, c'est tout à fait ça. C'est un mentoring, ouais, tout à fait. pourrait vraiment être intéressant. Ou, enfin, je pense qu'il y a un truc à faire sur ce côté-là. Ben, on n'invente rien. On n'invente rien. C'est-à-dire qu'en fait, ça existe depuis la nuit des temps, hein, le Oui. compagnonnage d'entrepreneur à entrepreneur. Aujourd'hui, en fait, le succès, entre guillemets, dépend de tellement de paramètres. Il y a un facteur qu'on ne parle pas trop souvent, mais c'est quand même la chance. Il faut être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ouais. Ça, on n'y peut rien, ça fait partie un petit peu. Mais la chance, on peut la provoquer. Hmm. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai eu la chance de voyager pratiquement tous les ans grâce à mon activité dans de nombreux pays. Donc, j'ai fait plus de 22 destinations. Donc, de voir aussi le monde, de voir autre chose dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, tout ça, Hmm. ça crée aussi, voilà. Mais voilà, peut-être qu'aussi un militaire, il se pose la question, ah ouais, mais si je veux m'expatrier. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de militaires qui ne savent pas qu'à 50 ans, en fait, dans de nombreux pays, maintenant, quand tu as 50 ans, tu n'as plus besoin de visa spécifique, tu as un visa retraite. Ah Tu peux oui, t'expatrier aux États-Unis, pour ceux qui prennent les États-Unis, mais tu peux t'expatrier en Thaïlande, en Australie, à 50 ans, tu n'as plus besoin de justifier d'un emploi. Tu as juste besoin de justifier d'une somme sur un compte, Ouais. par exemple. Mais tu as peut-être un entrepreneur, enfin, tu as peut-être un militaire qui va se dire tout simplement, je veux démarrer dans telle activité. Et avec l'expérience de plusieurs entrepreneurs, on pourra lui dire, eh bien, fais attention et démarre pas ton activité avec tel statut de société. Voilà, puisque dans l'entrepreneuriat, les statuts de Ouais. société, si on se Ouais. plante, eh bien, on est obligé de défaire la société pour en recréer une autre. Donc voilà, moi, ma propre fille, dès qu'elle a quitté ses études, tout de suite, je l'ai balancée dans l'entrepreneuriat. Donc voilà. Donc, ça, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que des gens comme moi, si tu veux, ça fait sens. On arrive à un âge, dans la pyramide de Maslow, où quand même on est sur l'accomplissement de soi-même. Hmm. Et donc, ça fait sens. Ça veut dire comment aider un collègue militaire. Moi, je peux que l'aider sur ce que je connais, sur mes compétences et mon expérience. Et faire passer ce savoir et voir un collègue militaire dire putain, mais ouah, ça m'a vachement aidé, c'est bon, ma mission elle est faite. On n'attend rien, on n'est plus dans un domaine de reconnaissance. Et puis ça peut créer de la fraternité, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, ça éviterait, moi je suis parti dans l'entrepreneuriat seul. L'armée m'a pas du tout aidé, bien évidemment, mais comme ça. Donc, Ce c'est. serait, ce serait quoi ton premier conseil, si tu en avais un par rapport à toutes ces années d'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y en a un qui ressort, un conseil qui pourrait aider un militaire qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Il est encore actif, ou du moins il est encore en reconversion, il est un peu perdu. Quels seraient ou tes conseils qui seraient les plus aidants pour lui? Alors, pour s'envoler vers l'entrepreneuriat, il faut la juste cause. C'est- Il ne faut pas se dire je vais devenir entrepreneur pour devenir riche. Bien évidemment qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont devenus riches, mais ils ne sont pas devenus riches parce qu'ils l'ont voulu dès le départ. Ça a été la conséquence d'un travail, d'opportunité. Mais il faut trouver ce fameux pourquoi, le why. Il faut se dire, qu'est-ce que ça va m'apporter? Moi, je vais le dire,
qu'est-ce que j'ai vu dans l'entrepreneuriat d'être avec mon épouse, parce qu'on entreprend tous les deux. Donc notre aventure continue. C'est pas chacun de son côté, elle a pas un emploi salarié, on est tous les deux dans notre business. Être avec ma fille, cette liberté, parce que l'entrepreneur a toujours le choix. Donc c'est ce que j'ai vu. D'accord. Et la liberté d'entreprendre. Pour l'instant, au moment je parle d'argent, je parle de qu'est-ce qui va me faire du bien après l'armée. Parce que qu'est-ce que le militaire veut après l'armée? Et c'est ça. Et à partir de ce qu'il veut, on va savoir s'il est prêt à entreprendre. Parce que nous, dans notre business, on a des hauts et des bas. Il y a eu des années où on a gagné de très bons chiffres d'affaires. Il y a eu des années où ça a été plus difficile. Qu'est-ce qui te fait tenir? C'est pas ton entreprise ou ton argent ou tes crédits que tu dois rembourser. Il faut revenir au pourquoi, il faut revenir aux fondamentaux. Ce qui te fait tenir, c'est pourquoi je fais ce métier, premièrement, et pourquoi j'ai décidé d'être entrepreneur et pas de redevenir salarié. Donc, à la fois, qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que je ne veux plus? Moi, ce que je ne voulais plus, c'est être sous l'autorité d'une institution, quelle que soit la forme. Voilà. Mais il y a des militaires qui vont très bien continuer, bien sûr, on en connaît plein, leur carrière civile sous un système hiérarchique d'une institution ou en tant que salarié. Mais aucun problème. Ce n'est pas l'un qui est mieux que l'autre. C'est qu'est-ce qui correspond. Mais le militaire qui veut partir qui veut faire de l'entrepreneuriat, il faut, qu'il sache que ce qu'il va gagner en une année, eh ben, il peut peut-être perdre la moitié l'année d'après. Ouais. Il n'y a pas de filet, en fait. Il n'y a pas de filet de secours. Il n'y a pas cette sécurité, quoi. Il n'y a pas cette sécurité. Ça, c'est le message bienveillant que je veux dire. Mais pour moi, entrepreneur, je préfère être entrepreneur. J'ai plus de sécurité qu'un CDI. C'est ça qui est. Ça, Et oui, une belle phrase. les entrepreneurs, on crée nos actifs. Ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est que tu crées ta valeur ajoutée. On ne te la donne pas, on ne te la met pas en challenge. C'est toi-même qui crée ta valeur ajoutée. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire humainement? On doit se définir. Du moment, Mathieu, qu'on est défini soi-même, qu'on s'est défini qui je veux être, avoir et faire, qu'on s'est défini quel est mon objectif de vie, où je veux aller, quelle est ma destination, est-ce que je veux laisser quelque chose derrière moi? Tu vois, on peut aller chercher loin de tout ça. Est-ce que je veux laisser quelque chose à mes enfants? Est-ce que je veux couper un petit peu le dogme de la société où il faudrait que tout le monde fasse toujours la même chose, etc. On va se définir. Tout être humain doit se définir. Une fois qu'on s'est défini, on va pouvoir dessiner notre chemin. Tu vois? Je te donne un exemple. Il y a de nombreuses personnes qui disent « Moi, je voudrais que mes enfants puissent avoir plus d'argent, être plus heureux. » Question à poser à toutes ces personnes qui se posent cette question. Qu'est-ce que tu fais réellement pour tes enfants? Plus d'argent, qu'est-ce qu'ils soient plus heureux? C'est une question. Ce n'est pas un jugement. Tu vois? Ce n'est pas du tout un jugement. Eh ben, pour notre militaire qui veut partir en reconversion et qui veut faire de l'entrepreneuriat, il ne faut pas que ça soit l'argent, la motivation, parce que là, il va être dans la merde. Non, mais je te rejoins totalement. Parce que j'ai fait l'erreur il y a quelques années, je voulais arrêter l'armée pour l'argent, mais on ne tient pas avec le temps, ça c'est clair. Non, parce que l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Donc, ouais, c'est une aventure. Ouais. Ah oui, c'est une aventure. Et puis, et on est en France. Donc, il y a les difficultés administratives qui peuvent être surmontées. Mais c'est vrai que dès qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on se heurte tout de suite à des charges. Alors, moi, je fais partie des gens qui vont essayer de dédramatiser tout ça et qui vont expliquer à mes collaborateurs ce que je fais à mes collaboratrices. Je vais leur expliquer qu'en fait, des fois, il y a plus de peur que de mal. D'accord? Alors, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord avec moi. Bon, ce n'est pas du tout le débat. Mais un entrepreneur qui gère bien sa société, qui gère bien son business plan, qui gère bien, qui gère bien son cocon, comme on dit, qui maîtrise, si tu veux, tous les rouages, va pouvoir bien sûr bien s'en sortir. À un moment donné, les entrepreneurs qui commencent à avoir du mal avec toutes les charges, tout ce qu'on entend souvent dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a une clé qui n'est pas rentrée dans la serrure, qui n'a pas ouvert une porte. Et voilà. C'est vrai qu'en France, c'est pas facile d'entreprendre, mais c'est encore faisable parce qu'il y a plein de domaines hors traditionnels, et d'ailleurs mon domaine, pour le promotionner, bien évidemment, où on ne va pas crouler sous toutes ces problématiques. C'est pour ça que moi, j'ai fait avec mon épouse ce style d'entrepreneuriat, parce qu'en fait, nous, on est seuls, tous les deux, on n'a pas de salariés, et pourtant, on fait des chiffres d'affaires à faire pâlir certaines PME.
Et je l'ai fait pour la liberté, Mathieu. En fait, j'ai pas choisi mon concept d'affaires pour être riche. J'ai choisi mon concept d'affaires pour avoir encore plus de liberté que l'entrepreneur traditionnel. Parce que l'entrepreneur qui est, je sais pas, maçon, charpentier, eh ben, le mec, il se lève le matin très tôt, il se couche très tard le soir, il fait l'administratif, il a des salariés, voilà. Donc, c'est pour ça que tu vois que le why, le pourquoi, il est hyper important. Parce que suivant ce qu'on choisit comme destinée, eh ben, on va choisir notre style entrepreneurial. Et ouais, tu parles de sécurité, enfin, tu parles de liberté et aussi pour avoir une sécurité, je reviens parce que j'ai discuté avec un gendarme, il parlait de ça justement. Enfin, non, pardon, je suis en train d'accompagner un gendarme et on parlait de ça justement et je pose la question: «Qu'est-ce qui fait que, ça te bloque?» Et il m'a dit: «La sécurité». Moi, je cherche la sécurité et au final, il cherche un emploi pour être en sécurité, mais ce que je vois là en t'écoutant, c'est qu'aussi il s'enferme dans une sorte de, ouais, de bulle, on va dire. Je vais chercher ma sécurité, donc je cherche un poste et puis voilà. Mais derrière ça, si tu vises aussi peut-être l'entrepreneuriat, peut-être ça va être, une aventure, il y a des moments, des hauts et des bas et derrière tu auras une sécurité financière du coup et qui peut être mieux ou pas, ça dépend les gens, mais en termes de sécurité, c'est cette sécurité financière qui fait que, ben, on se sent beaucoup mieux et cette liberté du coup, qui revient. C'est ça. C'est que, en fait, bon, après, on pourra en discuter dans d'autres moments, mais en fait, tout se prépare. Oui aussi, ouais. Moi, je suis en mesure aujourd'hui, dans tous les cas dans mon domaine, exactement de dire par les chiffres exactement qu'est-ce qu'il faut faire, pendant combien de temps, même presque à la journée près, les actions qu'il faut faire pour que tu puisses avoir dans 6 mois un revenu, dans 1 an un revenu, dans 2 ans tel revenu. Si quelqu'un vient me voir et me dit Stéphane, voilà, moi j'ai une perte de salaire, notamment ceux qui ont des cadres officiers qui ont leur prime, etc. Et quand ils partent à la retraite, eh ben, ils n'ont pas leur prime militaire. Donc il y a des grosses pertes de salaire, notamment au niveau des officiers, ils ont une grosse perte de salaire. Et donc ils se disent, ben ouais, il y a un manque à gagner. Un officier aujourd'hui peut avoir un revenu de 5 000 euros dans l'armée, tu vois, mais il va se retrouver à la retraite avec 3 000 euros. Alors, pour beaucoup de gens, c'est déjà beaucoup, 3 000 euros, mais il y a 2 000 euros d'écart. Donc il va me dire, mais voilà, mais Steph, mais moi, ces 2 000 euros d'écart, je dois, pour mon train de vie, pour mes crédits que j'ai faits, etc., Ouais, je oui, dois combler. Je suis obligé de combler. Donc à ce moment-là, soit il trouve un emploi salariat, comme tu dis, et il aura de la sécurité, d'accord? Soit il se lance dans l'entrepreneuriat avec un prévisionnel spécifique, avec un plan d'action, d'accord? Avec un objectif clair et défini. Moi, je suis en mesure, aujourd'hui, par mes 19 ans d'expérience, mais par les statistiques, par tout ce qu'on a aidé, hein, de tellement de nombreuses personnes, ben, je suis en mesure, d'accord, de dire, voilà, dans tel moment, à telle date, tu vas pouvoir avoir ce genre de revenu, mais il faudra faire ça, ça et ça et ça. C'est de la méthodologie. Et ben, dans d'autres domaines, qui n'est pas mon domaine d'expertise, mais pas quelqu'un qui veut être, je sais pas moi, qui veut faire de l'IA, par exemple, qui veut se lancer dans l'IA ou quoi, eh ben, il faut lui trouver le mentor qui sera capable de lui Mmh. dire la vérité. Mmh. Qui sera capable de lui dire, j'ai l'expérience pour te dire que dans tant de temps, tu vas pouvoir gagner tant parce que c'est pragmatique. Moi, je suis factuel, je suis pragmatique. D'ailleurs, je le dis souvent dans mes posts LinkedIn. Je dis, quand j'annonce des fois mes chiffres, je dis, ben, si vous voulez une preuve, dites-le moi en DM, je vous envoie une preuve, même par vidéo, dites-le. Et Je les me gens me le souviens d'un disent. post, ouais. Voilà. Je suis hyper factuel parce que je comprends les besoins. Et surtout moi dans mon métier, si tu veux, quand on vient de me voir et qu'on me dit Stéphane, j'ai besoin d'abord d'un complément de revenu, ben moi j'ai une obligation de résultat. Mmh. Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps, l'obligation de moyens, pour moi, c'est du blabla. Parce que le militaire qui sort de reconversion, qui va en reconversion, qui sort d'un domaine, d'un dogme comme ça, de son institution, lui, quand il vient te voir, qui dit, mais moi, je dois avoir 1 500 euros de plus par mois pour faire vivre ma famille, on va pas lui dire, oui, ben alors moi, je te fais toutes les formations du monde, j'ai une obligation de moyens, mais pas de résultat. Mmh. Lui, il veut du résultat, encore plus le militaire, il veut du résultat. Donc, on doit lui donner du résultat. Et pour ça, il ne faut pas se tromper. Il faut choisir les bons interlocuteurs, les personnes qui pédagogiquement sont capables de s'adapter pour enseigner aux militaires, lui parler le même langage, ils comprennent, d'accord? Euh, Pas parler avec des chiffres spécialisés, avec un langage spécifique, tu vois, ça sert à rien. Donc, il faut que l'entrepreneur ait cette capacité à redescendre de ses compétences Ouais. et à se remettre au niveau de la base de quelqu'un qui ne connaît rien. Ouais, ouais, ouais.
on voit trop dans nos domaines. Moi, je vois trop de personnes, tu sais, je fais de l'investissement, tu l'as vu, je vois trop de gens qui arrivent, qui sortent leurs grands mots, qu'à la finalité, on pouvait tout simplement transformer le mot en anglais en français, hein, voilà, Déjà hein, pour commencer. pour commencer, et puis remettre les choses. Alors, tu sais comment je fais, moi, Mathieu? Eh bien, en fait, j'explique la finance à ma fille. Avec, en parlant de pizza, en parlant de Ah choses oui, oui, que, oui, en parlant de choses simples, de tu vois, concret et de visuel. concret. Ma fille, c'est une artiste, ben, je fais des métaphores par rapport à son métier et tout de suite, elle comprend. Mmh. Donc, l'accompagnement, tu vois, si tu veux monter quelque chose comme ça pour aider les gens vraiment, il faut aussi qu'il y ait des experts, entre guillemets, des gens voilà, des entrepreneurs qui ont de la boutique, mais qui restent humainement accessibles, mais surtout qui rendent le projet accessible. Ouais. Parce que là, Ah oui. là, tu parlais de la confiance. Je reviens sur quelque chose d'important. Tu vois, tu parles de la confiance en soi. Si moi j'arrive, ça fait 19 ans que j'entreprends, que j'arrive avec mes gros sabots et que je vais encore écraser le militaire qui vient me voir, tu vois, non, je vais lui donner de la confiance. Je vais accentuer sur ses points forts. Je vais développer ses points forts. Parce que en méthodologie, on ne va pas développer des points faibles. Quand tu es militaire, tu as déjà 35, 40 ans. Quand tu prends peut-être ta reconversion, tu as déjà un vécu, tu vois. C'est pas un gamin de 17 ans. Donc, on va travailler sur ça. Ça, c'est c'est plus important même que le concept en lui-même. C'est comment on va transmettre en fait le mentorisme, comment le mentor va transmettre Ouais. les bonnes informations pour qu'elles soient bien assimilées, pour que le militaire passe de l'information à la formation à l'action. Parce que l'objectif, ne l'oublions pas, c'est sa reconversion et c'est pas notre capacité à dire ouais, j'ai aidé l'autre, on s'en fout. C'est notre capacité que notre ami militaire ait compris qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit le faire et la confiance en soi. Et ça passe par tout ce process Ouais, pour passer à l'action. pour passer à l'action. Mmh. La connaissance amène la compétence et la compétence amène la confiance en soi. Mmh. Tout ça est super intéressant et je vois que le temps il passe hyper vite. Oui, J'aurais une dernière question à te poser avant de terminer l'interview parce que et je pense qu'on aura l'occasion de se revoir, oui, parce que bien tu as sûr. tellement de Sur le choses Canva. à nous apprendre. Avant ça, pour ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, Ah oui. partager cette vidéo si, vous avez autour de vous des militaires ou des anciens militaires qui voudraient, entreprendre. Je pense qu'il y a quand même pas mal de conseils qui a été intéressants sur cette vidéo et puis abonnez-vous pour d'autres vidéos, il y aura d'autres interviews, et je pense on en fera d'autres avec Stéphane. Ma dernière question, si tu avais quelque chose à dire aujourd'hui, aux militaires, anciens militaires, vétérans, anciens combattants, même aux gendarmes, au monde du métier d'urgence, pompiers, tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ça peut être n'importe quoi, un livre, une citation ou peut-être, quelque chose qu'on n'a pas abordé durant cette heure-là. Tu libre à toi de dire ce que tu veux, sur ma chaîne, YouTube, L'éveil des vétérans. Bah, la première chose que j'ai envie de leur dire, c'est merci. OK. Ah ouais, c'est merci, bien évidemment, pour tout ce qu'ils ont fait et pour tout ce qu'ils sont en train de faire et tout ce que les autres vont faire. Et puis, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que ils savent qui ils sont, en fait. Mmh. Continuer à relever la tête, à sortir la poitrine, comme je dis toujours, à bomber le torse et surtout ne pas se sentir jugé, d'accord? Ne pas se sentir, en fait, regarder faire les choses à travers. Il faut faire les choses pour soi. Mmh. D'abord pour soi. Souvent, les gens, je les entends dire pour ma famille. Non, il faut d'abord faire les choses pour soi, parce qu'une fois que moi je suis fort, je peux aider ma famille. Une fois que j'ai cette confiance en moi, je peux aider ma famille. Voilà. C'est un petit peu comme l'histoire du masque d'oxygène dans l'avion. Eh oui, on dit tout le temps, je donne à mon enfant, non, je me le donne à moi, comme ça je peux sauver. Bon, les pompiers le savent très bien, à mon avis. C'est pas eux que je vais leur dire, mais c'est vrai qu'on ne pense pas à ça. Donc, il y a un bel avenir pour les militaires en conversion. Ils n'ont pas à prouver qui ils sont, ils n'ont pas à prouver ce qu'ils ont fait, parce que nous, on sait. Et c'est dans notre monde à nous, de militaires, d'anciens militaires, on sait, nous on sait. Si les autres ne savent pas, c'est pas grave, mais nous on sait. Et rien que ça suffit pour qu'ils puissent se décoller et faire une belle reconversion. Mais il y a de belles choses à faire, il y a de belles choses à faire dans le civil. Ils peuvent retrouver cette énergie qu'ils avaient dans l'armée et même c'est à eux de fédérer, de créer une communauté autour d'eux, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou salarié. Il y a plein de postes aussi dans le monde de salariat, voilà, où ils peuvent développer leur leadership, rassembler. C'est un peu moins facile dans le civil, mais voilà,
c'est eux qui vont faire la différence. Ça sera jamais l'outil. Merci Stéphane. Merci à toi, Mathieu. Et puis, bonne continuation du coup. Bah écoute, on se voit sur les réseaux sociaux et puis tu me fais signe quand tu en as besoin. Yes. Ça marche? Ciao.